Cette semaine, avec les ambassadeurs, on vous emmène à la Hulpe, très connue pour son château, la Fondation Folon. Mais on va vous faire découvrir aussi d'autres petits trésors de nature, de verdure. Regardez autour de nous, c'est magnifique. Cette glycine juste derrière moi. Et ça commence à 2 pas de la place communale, dans les jardins de l'école horticole. En lisière de la forêt de Soignes et à 2 pas de Bruxelles, la Hulpe est riche de son domaine et de son parc classé. Dans sa rue commerçante bien vivante, on retrouve de nombreux artisans comme l'atelier Nuages d'automne. Bonjour. Bonjour. Nathalie, enchantée. Enchantée, moi c'est Touvan. C'est joli comme prénom, ça, Touvan. Oui, ça veut dire nuage d'automne en vietnamien. Alors j'ai entendu parler de cette boutique. Et Nuages d'automne, ça va très bien avec cette espèce d'ambiance là, très poétique autour de nous. Là. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement ici? Alors moi, ici, c'est un atelier où je fais tous des vêtements et principalement en teinture végétale. C'est que vous inspirez de la nature? Je m'inspire de la nature et j'utilise les plantes soit pour donner la couleur ou donner les motifs à mes tissus et ensuite j'en fais des vêtements. Des vêtements, des cadres. Voilà, c'est ça. Mon but, c'est de relier l'humain à la nature. Et comment vous procédez alors? Si tu veux, je peux te montrer une technique qui est la première étape de la teinture végétale. Tu fais ça ici aussi? Alors je fais ça ici, principalement dans mon jardin, parce que mon jardin, c'est un peu mon inspiration. Ton havre de paix. Oui, là où exactement. tu t'inspires, là où tu trouves justement tes nouvelles créations. Oui. Je te suis, c'est où? Alors c'est au fond. Oh là là, qu'est-ce que c'est charmant! Bienvenue. Ce qu'on va apprendre ici, c'est la première technique qu'on utilise pour savoir si une plante peut être utilisée pour la teinture. Parce que n'importe quelle plante ne peut pas être utilisée, il faut qu'elle possède du tanin. Et donc ici, on va faire une technique qui s'appelle le tatakizome. Ouais. Avec le petit maillet, on va taper sur la feuille qui va faire ressortir tout son jus. Et ensuite, on le trempera dans un bain de fer parce que le bain de fer va assombrir les couleurs des plantes qui contiennent beaucoup de tanin. Alors la plante, tu l'as choisie où là? Comme ça, dans ton jardin, au hasard? Alors, au hasard, effectivement, parfois il y a des plantes du coup qui vont pas marcher, des plantes qui vont super bien marcher. Moi, ce que je te propose, c'est que je vais t'indiquer une petite plante, tu vas voir que le résultat, il est assez sympa. Je ne cueille pas d'ortie, je te préviens. Pas d'ortie, mais une petite feuille de framboisier. Alors, qu'a-t-elle de particulier pour que ça fonctionne avec justement la teinture végétale? Eh bien, la feuille de framboisier, elle contient beaucoup de tanin. Comment est-ce que tu procèdes? Alors, on va prendre un petit bout de tissu. Tu vas poser Dans la quel plante sens? comme tu veux. Ok. Au milieu de la planche, c'est mieux. Et puis, on va replier le tissu sur la plante. Ouais. Et puis, avec le maillet, tu vas venir tapoter. Doucement, délicatement, Voilà, plus que un ça? peu plus fort. Et là, ça va faire du bruit, hein, attention. Voilà, tu peux y aller un peu plus. Et là, je vois que ça imprègne un petit peu le tissu. Voilà, c'est ça. Ouais, donc là, on passe vraiment sur les nervures de la feuille. Oui, tout à fait. Ici, on ne voit pas trop l'empreinte, mais quand tu vas ouvrir, alors on verra un petit peu mieux. Oh, c'est impressionnant, déjà. On a l'impression qu'elle est carrément intégrée dans le oui, tissu, tout la à feuille. fait. Et puis tu peux même voir les fibres du tissu sur la feuille. Et on va obtenir Oh là là. voilà, des empreintes de plantes comme ça. Ce qui est assez impressionnant, c'est de voir vraiment les détails de la feuille. Hein. Tout y est. Chaque Oui. nervure. Oui, tout à fait. Du coup, c'est vraiment, je trouve qu'il y a un aspect très poétique. Oui, il y a un Parce qu'il y a côté ce côté- assez poétique. Pour moi, c'est ça, c'est l'empreinte de la nature hein, qui est réalisée par l'homme quelque part. Ah là là, elle en parle tellement bien, tout va. Merci de m'avoir fait découvrir cette technique. En plus, c'est très apaisant. C'est bon, j'y suis. Les collines de Babel, j'ai rendez-vous avec Laetitia et Isabelle. Bonjour mesdames. Bonjour. Il est immense ce domaine, je marche. Ah oui, il faut les bonnes chaussures. Alors Isabelle, c'est toi qui es à l'origine de ce projet Les Voilà. collines de Babel. Explique-nous où on est ici par rapport à la Hulpe. Ici, donc, on se trouve près de la Fondation Folon. Et c'est quoi alors les collines de Babel? Donc, les collines de Babel, c'est un terrain que j'ai eu la grande chance d'acquérir en 2018. J'ai eu un grand coup de cœur pour ce domaine qui était, à mon sens, trop appauvri par l'agriculture intensive qui a eu lieu sur ces champs. Et je me suis portée comme mission de régénérer et protéger la biodiversité sur ce lieu qui, à mon sens, le mérite.
Il y a combien d'hectares là? Donc ici, on a 30 hectares. Ouais. Et on a voilà, une grande mosaïque de biotopes différents. Donc on a des forêts, on a des prairies, on a des zones agricoles qui pour l'instant sont un peu au repos. On a une sablière, on a la forêt-jardin où on se trouve ici. C'est toi Laetitia qui t'en occupe? Oui, notamment. Donc on est plusieurs à s'en occuper. Donc c'est un ensemble d'îlots, donc il y a plus ou moins un demi-hectare. Et c'est un écosystème cultivé qui s'inspire des forêts naturelles. Donc en fait l'idée c'est qu'il y ait plusieurs strates, ça fonctionne par strates. Donc il y a une canopée avec des grands arbres, puis il y a des arbres fruitiers, un peu plus petits. Ensuite on a la strate avec les différents petits buissons fruitiers. Donc ça peut être des framboises, des cassis, des casseilles, etc. Et puis on a la strate herbacée, avec tout ce qui est les herbes aromatiques. Ensuite, on a la strate de couvre-sol, comme on voit ici. On est parmi un tapis en fait, de fraises des bois. Et donc l'idée, c'est que les couvre-sols aillent vraiment coloniser les différents îlots pour complètement utiliser l'espace et pour qu'il n'y ait pas d'herbes indésirables dont on voudrait un petit peu moins. C'est un peu la forêt rêvée, quoi. C'est un peu la forêt rêvée. Et donc l'idée, c'est Le jardin d'Éden, c'est exactement ça. Et c'est qu'on puisse s'y promener et aller manger différentes choses, que ce soit des feuilles, des racines, des noix. Ça me tient à cœur parce que de mon métier, je suis luthière et j'ai toujours été attirée par les artisanats en général, le fait de travailler des matériaux nobles et de qualité. Là, je trouve que c'est assez impressionnant. Là, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire, là, ces jeunes filles? Eh ben, elles sont en train de passer le test du permis couteau. Wow. On leur a transmis les règles, bien taillées avec un périmètre de sécurité. Voilà, restez assis. Et après, il y aura une petite carotte. Elles vont tailler leurs petites piques pour éventuellement après cuire un petit marshmallow. De retour à la Hulpe, sur les sentiers du parc Solvay, l'un des plus grands espaces verts du Brabant wallon, nous retrouvons Nathalie en compagnie d'Olivier, directeur du domaine, pour découvrir comment concilier tourisme et biodiversité. Alors là, Olivier, on est sur une de tes allées préférées, un peu moins connues, qui mène au château également. Ce coin-ci est un accès qui, je trouve, d'abord avec un parking aménagé, accède dans une partie du parc où justement la nature est beaucoup plus vite accessible, préservée, et finalement c'est un coin beaucoup plus agréable pour rentrer au calme dans le domaine. Puis il y a un verger historique ici aussi. Oui, alors Nathalie, ici sur ta droite, tu as le verger conservatoire du domaine. Il fait partie des plus grands vergers conservatoires de Wallonie. La particularité, c'est qu'on y a placé des espèces anciennes qui ont en fait disparu, tout simplement parce que les pommes étaient peut-être moins sucrées, avec une forme peut-être un peu plus biscornue. Et donc on a vraiment protégé un patrimoine génétique très important qui d'ailleurs, dans le passé, faisait aussi la richesse de la Wallonie, qui était tous ces vergers où poussaient pommes, poires et autres fruits. Il y a vraiment une symbiose ici entre la nature, la biodiversité. C'est vraiment un cadre qui doit être avant tout respecté. Oui, c'est important parce qu'effectivement, on le sait aujourd'hui, on est tous sensibilisés à la question de la biodiversité, surtout à la protection de la biodiversité. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici au quotidien. C'est accueillir du monde, parce qu'effectivement, ce lieu attire beaucoup de monde. Il a ce côté touristique, il a ce côté découvert de la nature. Il est accessible à tous. Bien sûr, et gratuitement. Et notre boulot, à nous, à mon équipe, c'est vraiment à veiller à ce que chacun puisse profiter pleinement du site, mais que le site soit aussi respecté. C'est-à-dire? Alors, on a dû parfois fermer certains aspects, certaines zones ont dû être fermées tout simplement parce qu'elles étaient peut-être déjà relativement abîmées par le passé et qu'il fallait leur permettre de se régénérer, ou bien d'autres qu'on ferme temporairement pour permettre, par exemple, ici, je suis à l'étang de la ferme où on est en pleine période de nidification. Ah oui. Finalement, Olivier, vous nous apprenez à respecter la nature. On est au milieu des vaches, on entend le bruit des canards. Donc vraiment prendre soin de cet endroit. Oui, et prendre soin, ça signifie aussi qu'il y a des règles à respecter. Les règles ne sont pas là pour embêter les visiteurs. Elles sont vraiment là pour permettre à chacun de profiter pleinement du site. Il faut se rendre compte, ici, on a des joggeurs, on a des cyclistes, on a des promeneurs, on a des familles avec enfants qui veulent rouler à vélo, on a des seniors qui veulent faire de la marche nordique. Tous ces utilisateurs doivent pouvoir cohabiter dans le site et profiter pleinement du site. En tout cas, c'est très agréable. On a vraiment l'impression d'être perdu dans la nature. Retour en Belgique à la Hulpe, sur les sentiers du domaine Solvay et de son magnifique château, où Nathalie croise la route de Marie-Claire et de ses grands poneys.
Quand on se balade ici, Marie-Claire, c'est vrai qu'on constate souvent des chevaux aux abords du château. Donc ce sont les chevaux des reines de la vie. Oui, ce sont tous les chevaux des reines de la vie. C'est l'ASBL que j'ai fondée maintenant il y a 43 ans. Comment ça se trouve que cette ASBL est vraiment en plein cœur du domaine de Solvay? Parce que j'appartiens à la famille et que moi j'ai appris à monter à cheval ici. En fait, j'ai même commencé très tôt à l'âge de 3 ans et je n'ai jamais arrêté. Je pense que les chevaux m'ont aidé à grandir et pendant mes études de psychologie, j'ai entendu parler de l'hypothérapie et j'ai souhaité pouvoir partager avec tous les enfants tout ce que j'avais reçu des poneys quand j'étais petite. Alors c'est quoi exactement l'hypothérapie? Mais en fait, c'est très vaste. C'est utiliser le poney comme partenaire de relation pour aider des enfants aussi bien en soucis psychologiques que des enfants avec des problèmes moteurs. Parce que le cheval exerce un véritable massage qui est semblable au rythme cardiaque et qui va être à détendre les muscles, à redresser le dos, etc. Et sur le plan psychologique, c'est un ami, c'est un partenaire. Et les enfants vont oser faire dire aux poneys ce qu'ils n'osent pas dire pour eux-mêmes. Ouais. Et donc tu réalises régulièrement des stages? En fait, on ne veut surtout pas être un ghetto de plus pour les handicapés. Donc on a une activité de poney club intégré. Et on est ouvert à tous les enfants pendant les stages de vacances aussi. On parle tellement bien. Puis alors ce nom, les reines de la vie, hein, c'est tellement bien trouvé. Merci. Mais oui, ça vient d'un poème qui terminait par « Et je remettrai entre tes mains, mon fils, les rênes de ta vie ». Et je trouve qu'aider ces enfants à acquérir plus d'autonomie, c'est quelque chose de vraiment important. Au cœur du domaine Solvay, ces bâtiments blancs sont ceux de la Fondation Follon, un musée qui retrace l'œuvre de l'artiste Jean-Michel Follon. Mais c'est en terrasse que nous rejoignons Nathalie à la taverne de l'Homme Bleu, une œuvre emblématique du grand maître. Et t'es ouvert de quand à quand ici, la taverne? Pour ceux qui aimeraient venir justement se reposer ici. La taverne est ouverte 365 jours par an, ferme juste le jour de Noël, et de 11h à 18h tous les jours. En fait, on travaille avec les mêmes horaires que le musée Follon. Et en hiver, on est fermé le lundi. Toi, ce que tu aimes, c'est vraiment mettre en avant les produits du terroir, Oui. valoriser justement la région. Oui, c'est exact. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec la bière. Donc on travaille avec 2 jeunes frères qui ont lancé la bière Ludgard, qui sont situés ici à 2 km. Donc c'est une ancienne brasserie qui était à l'époque en 1200 dirigée par Sainte Ludgard. D'où le nom. Le nom de la bière. Ouais. Donc une bière qui a une histoire, qui a du sens, qui est ancrée dans le territoire. C'est tout ce que nous cherchons à la taverne de l'Homme Bleu, c'est de chaque fois trouver des produits qui s'identifient au site ici qui est absolument magnifique. Merci Damien. Voilà.